sera celui d'un professeur du secondaire, chargé d'enseigner, en particulier en première, le thème de la colonisation, de la décolonisation, et pour ce dernier, avec un point d'ancrage quasi unique, la guerre d'Algérie. Il sera donc question d'histoire, mais d'histoire scolaire, c'est-à-dire d'une production spécifique pour laquelle un enseignant qui n'est pas spécialiste doit simultanément tenir compte des instructions officielles, des orientations du programme, intégrer les principaux acquis de la recherche universitaire, et puis ensuite réaliser une transposition didactique, un récit, un cours en fonction d'un public scolaire. Le premier point que je voudrais aborder, c'est un rappel, celui de la permanence de l'Algérie dans les programmes de l'école républicaine. Plus de 130 ans d'histoire commune se sont traduits par cette place permanente, à l'école primaire, puis dans le secondaire. Alors évidemment, le statut de l'Algérie dans l'enseignement, les objectifs de son enseignement ont varié entre la période coloniale et la période postérieure à la décolonisation. Disons, en simplifiant vraiment à l'extrême, que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'affirmation du fait colonial conduisait à mettre en scène la geste de la conquête avec ses héros. On n'occultait pas la violence qui avait accompagné la conquête, ni les résistances, par exemple celle d'Abdelkader, dont la reddition finale rehaussait d'autant la valeur des conquérants. Il y a donc des générations entières qui ont entendu parler, par exemple, de la prise de la Smala d'Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale. Tout le monde, et là je m'adresse aux moins jeunes parmi nous, qui, comme moi, se souviennent, par exemple, qu'en 1957 et même au-delà, le Sar Rabindranath Duval de Pierre Dac pouvait, dans un sketch, évoquer la prise de la Smala d'Abdelkader devant un public averti. Une histoire de tatouage, je ne développe pas. L'Algérie est également présente dans les programmes de géographie. On évoquait une pièce maîtresse de l'Empire français, pourvoyeuse de richesses grâce à l'action modernisatrice des colons. Cet enseignement a été dispensé dans le cadre d'une histoire scolaire qui privilégiait le récit mémorisable. Les manuels de la Troisième République, pauvres en documents, étaient destinés à de jeunes élèves dont on attendait qu'ils intègrent un discours qui se doublait d'un discours, un discours clos, qui se doublait d'un discours justificatif. La conquête contribuait à la constitution d'une plus grande France, à son rayonnement international, et était vecteur de progrès pour les populations soumises. Il n'y avait donc pas de hiatus entre les valeurs de la République et la colonisation. L'Algérie connaissait finalement un destin assez comparable à la Gaule conquise par les Romains, intégrée à un empire qui apportait le progrès économique, sortait les populations de l'obscurantisme. La conquête de l'Algérie contribuait à la constitution du roman national. La France était une grande puissance, assumant sa mission civilisatrice. Ce discours était en symbiose avec les représentations du fait colonial dans les affiches, par exemple celle de gauche, commémorant le centenaire de la colonisation de l'Algérie. Les contre-discours des anticolonialistes, par exemple à droite une affiche du Parti communiste, n'avaient évidemment pas leur place dans les manuels. Par contre, et là j'insiste, aujourd'hui, c'est une pratique régulière que de comparer ce type de document. L'étude de la colonisation, effectivement, dans la première partie donc, du thème, doit présenter ses représentations. Pas simplement en écho de l'exposition coloniale, dont l'étude est au programme, mais parce qu'elles sont aussi actives dans la guerre d'Algérie. Je rappelle par exemple qu'en 1955, Antoine Pinay, ministre des Affaires étrangères, quitte l'Assemblée générale des Nations Unies, qui venait d'inscrire la question algérienne
à son ordre du jour en déclarant, et là je cite, « La France ne peut tolérer ni l'injure ni la calomnie contre son œuvre civilisatrice ». Alors ce discours fut plus difficile à tenir hein, quand les événements d'Algérie, selon l'expression consacrée, ont envahi l'espace médiatique, ont concerné de plus en plus de familles françaises et ont souligné les déchirements internes à notre pays. La décolonisation achevée condamnait à tout jamais l'enseignement de la geste coloniale. La guerre d'Algérie, par contre, devint un objet d'enseignement dans le secondaire à partir de 1983. Depuis cette date, l'enseignement de la guerre d'Algérie a été confronté à de nombreuses évolutions. D'abord, le public scolaire du secondaire, cette fois-ci, s'est massifié et a intégré une plus grande diversité d'origines, dont des jeunes issus de l'immigration algérienne. La conception même de l'enseignement de l'histoire a évolué. Les manuels scolaires offrent des textes certainement plus concis, difficilement utilisables d'ailleurs, mais de nombreux documents, des pages dossiers. Et s'il faut toujours mémoriser, les élèves doivent aussi analyser des documents, effectuer de petites recherches, et on leur demande d'aborder en lycée des questions complexes. Par ailleurs, l'extraordinaire foisonnement des travaux des historiens est de plus en plus intégré dans le discours scolaire. Et les inspecteurs pédagogiques régionaux, par exemple, s'attachent à ce que les enseignants soient davantage en rapport avec les historiens. Juste un exemple, parmi beaucoup d'autres, un stage de formation de 2 jours organisé dans un lycée parisien, au lycée Buffon, avait permis aux participants d'entendre Raphaël Branche, Sylvie Thénault, Maurice Weiss, Benjamin Stora et de jeunes doctorants. Enfin, autre évolution, la guerre d'Algérie est devenue un enjeu mémoriel, un passé non apaisé. Ce qui pousse, vous le savez, certains groupes à tenter d'influencer la rédaction des programmes. En vain pour l'instant. La guerre d'Algérie est-elle un enseignement sous surveillance? Il y a des questions en histoire, des questions d'enseignement plus sensibles que d'autres. La guerre d'Algérie en fait partie. Mais, en tout cas, là où j'ai enseigné, le contraste est frappant entre, d'une part, la présence notable de la guerre d'Algérie dans les programmes, la curiosité d'un public scolaire qui sent confusément qu'on touche là à quelque chose de polémique, de compliqué, l'attente d'un public scolaire aux origines diversifiées, et puis de l'autre côté, d'autre part, l'effervescence politique et mémorielle qui anime encore les passions adultes. C'est là un symptôme de la difficulté à assumer notre histoire coloniale. Il est pour le moins étonnant qu'un pays qui fut à la tête du second empire colonial de la planète ne dispose aujourd'hui d'aucun musée d'ampleur consacré spécifiquement à la colonisation. Alors qu'il y a en France, comme l'ont fait d'ailleurs remarquer les historiens Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, 12 000 musées, dont 10 musées du sabot. Le discours scolaire est en conséquence sous surveillance. Alors d'un côté, vous avez les regards suspicieux, égarés de mythes et de craintes, hein, pour reprendre une formule, portés sur l'enseignement, dénonçant de prétendus tabous, et puis de l'autre, des tentatives claires d'infléchir le discours scolaire. Tout le monde a en mémoire l'article 4, alinéa 2 de la loi Cachéra du 23 février 2005, disposant que, je cite, « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. » Alors l'alinéa a été abrogé un an plus tard par décret le 15 février 2006, suite à la levée des boucliers, notamment des historiens universitaires, signataires de la pétition lancée à l'initiative de Claude Liossou, dénonçant l'enseignement d'une histoire officielle, de la pétition lancée par Pierre Azéma, Liberté pour l'histoire, mais aussi de la mobilisation des professeurs d'histoire du secondaire, signataires d'une autre pétition
intitulée « Je n'enseignerai pas le bon temps des colonies ». Pétition qui tout simplement affirmait le droit d'enseigner l'histoire en s'appuyant sur les travaux d'historiens, spécialistes de la question, le refus, bref, d'une histoire officielle, l'affirmation de l'histoire avec un grand H, disons, face aux pressions partisanes. Notons tout de même qu'à la même époque, un sondage a fait que 64% des Français interrogés ont répondu favorablement à la question « Êtes-vous favorable ou opposé à ce que soit indiqué dans la loi que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la colonisation française ?» Vous voyez, c'est un peu compliqué. Alors, quelle est la place aujourd'hui de la guerre d'Algérie dans l'enseignement général secondaire? La guerre d'Algérie occupe aujourd'hui une place notable dans les programmes de troisième, un peu, de terminale et surtout de première générale. Elle est même l'étude de cas, la seule, retenue pour traiter du thème de la décolonisation. Alors les fiches Eduscol, c'est une prose qui est destinée aux enseignants et qui accompagne les programmes, notamment le programme officiel de 2010, rectifié 2012, mérite qu'on s'y attarde. Dans les sections, par exemple, littéraires ou économiques et sociales, celles qui disposent de plus de temps, l'histoire, 7 à 8 heures sont consacrées au thème 4, colonisation et décolonisation. Donc 2 thèmes à l'intérieur du même. Le temps des dominations coloniales s'appuie sur une sorte d'arrêt d'image sur l'exposition coloniale de 1931. L'occasion de montrer l'expansion spatiale de l'Empire français, d'évoquer quelques repères chronologiques de sa constitution, de cerner les composantes même du fait colonial, mais aussi, c'est très important, son imaginaire, et d'évoquer le contraste entre la mise en scène de l'exposition coloniale de 1931 et les contestations anticolonialistes en germe qu'elles émanent de certains colonisés, mais aussi de partis ou d'individualités françaises. Dans cette première partie, la situation spécifique de l'Algérie coloniale doit être évoquée afin de rendre plus intelligible la seconde question du thème qui, elle, est consacrée exclusivement à la guerre d'Algérie. Alors, les propositions de mise en œuvre des programmes, vous en trouverez sur le site de l'Académie de Paris, définissent les attentes du programme officiel, fournissent des garde-fous et proposent des séquences que les collègues dont les collègues peuvent s'emparer. L'enseignement dispose donc ici d'un temps non négligeable pour la guerre d'Algérie, 3 ou 4 heures, ce qui permet tout de même de conduire avec les élèves une réflexion plus approfondie sur un thème qui est délimité. En classe de terminale, la guerre d'Algérie est encore présente, mais c'est plus compliqué. Elle est dans le cadre d'une réflexion sur les rapports entre l'histoire et les mémoires, et dispose là encore d'une dotation horaire conséquente, 4 à 5 heures. Mais comme vous pouvez le constater, l'enseignant doit choisir. Il traite soit l'histoire et les mémoires de la guerre d'Algérie, l'historien et les mémoires, ou bien l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France. Et très massivement, il choisit de traiter les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France. Faut-il s'en étonner? Pas vraiment. D'abord, si l'on sait dans quelle urgence travaillent les enseignants, qui doivent effectuer une mise à jour complexe sur un thème, je cite, dont l'histoire est en construction de part et d'autre de la Méditerranée. C'est ce que disent les fiches Eduscol. Par ailleurs, c'est vrai que les enseignants rechignent à abandonner une réflexion critique sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France en raison des résonances politiques toujours lourdes d'enjeux. Donc, c'est souvent et uniquement dans des établissements scolarisant de nombreux jeunes d'origine algérienne que le thème de l'Algérie est néanmoins choisi. Je vais simplement remarquer que
compte tenu du temps dont on dispose en première, on aborde assez facilement ces rapports entre histoire et mémoire dès la classe de première. On peut le faire, ce sont des élèves qui sont déjà suffisamment mûrs. L'enseignement de la guerre d'Algérie, pour un enseignant, c'est un cas d'école extraordinaire pour comprendre l'apport de l'analyse historique. On dispose de suffisamment de temps pour aborder une histoire complexe qui reste dans la société civile une mémoire non unifiée. C'est une opportunité exceptionnelle pour illustrer l'apport de la réflexion historique, son rôle de dévoilement, de mise à distance, et d'un certain point de vue, je dirais, c'est un sujet en or. Alors j'ai bien conscience en disant ceci, que cette formule ne peut que choquer ceux pour qui la guerre d'Algérie n'est pas un sujet d'enseignement, mais a été une expérience de vie dramatique. Mais pour un enseignant, c'est pour l'essentiel l'occasion de montrer à nos jeunes élèves qu'on ne peut pas comprendre les 8 ans de la guerre d'Algérie sans les inscrire dans la longue temporalité d'une colonisation plus que centenaire et violente. On ne peut pas rendre compte de cette guerre, de ses évolutions, sans mener une réflexion d'échelle, soulignant les interactions entre l'échelle du territoire algérien, l'échelle nationale française, l'échelle internationale. On ne peut pas comprendre les violences, les radicalisations et aussi les décrochages entre les Français d'Algérie et les métropolitains sans présenter les enjeux de la décolonisation pour les différents acteurs du drame. C'est une remarquable occasion de montrer le rôle du facteur temps dans la maturation et la résolution du conflit. C'est une exceptionnelle opportunité pour conduire de jeunes élèves à refuser les visions binaires, quelque chose du type algérien contre français, en soulignant les déchirures qui font du conflit autant une guerre algéro-algérienne, quasi-guerre civile franco-française, bref, 3 guerres en une. De même, quelle opportunité pour souligner les interactions entre les registres du politique, d'une république tout de même, économique et culturel. Et c'est enfin une remarquable occasion de faire réfléchir au rapport entre l'histoire et la pluralité des mémoires. Constant. Alors, la proposition de cours que vous pouvez consulter sur l'Académie de Paris donne une idée de ce qui peut se faire en classe. Un récit, construit sur une trame chronologique, une interaction constante entre discours et documents sollicitant leur analyse par les élèves, la volonté affirmée de souligner la complexité d'un conflit. Alors, je ne vous présenterai pas ce cours, mais je vais vous présenter juste très rapidement un document qui double le discours du professeur et les interactions avec les élèves. Sauf que ce document, il est construit en 3 heures. Là, je vais vous le montrer en 30 secondes. Il est évolutif et se construit avec de nombreuses diapositives. Montrer qu'il y a une intégration, une interaction entre des échelles différentes, algérienne, française, mondiale, qu'il y a une pluralité d'acteurs, que ces acteurs sont soit des adversaires, soit des alliés, pour simplifier, et on peut également montrer l'évolution, le facteur temps. Ici, le schéma présente grosso modo la première réponse, la réponse militaire de la France. La deuxième, autre diapositive montre la marche vers l'indépendance et la radicalisation de certains acteurs. Donc, montre qu'on peut arriver finalement à des choses relativement complexes, compte tenu de l'âge de nos élèves, et quelque chose qui incite à refuser les simplifications. Alors, juste une chose, au-delà du cours qui est finalement assez traditionnel, il est possible d'intéresser les élèves avec des approches plus sensibles ou ambitieuses. Alors,
question de temps, je vais en évoquer deux seulement. Il y a par exemple une possibilité à travers les travaux personnels encadrés, dans lesquels des élèves préparent pendant à peu près 4-5 mois un travail de recherche sous la conduite de 2 professeurs de 2 disciplines différentes. Et un travail qui débouche sur une production, assez souvent un petit mémoire, et surtout une soutenance devant un jury, puisque c'est une des épreuves du bac. Alors, l'exemple que je peux citer, c'est par exemple un travail qui avait croisé littérature et histoire autour de la question d'Henri Allègre, et un travail qui s'était d'ailleurs appuyé sur l'interview de l'auteur. Il y a aussi des activités de club, alors ça c'est un petit peu plus particulier, parce que ça regroupe des élèves qui s'auto-trient d'une certaine façon, qui sont volontaires, et qui, par exemple, au lycée où j'ai enseigné, ont réalisé des brochures, des petits livrets, des recueils de témoignages, dont le dernier d'ailleurs s'appelle Mémoire plurielle, avec un éventail de gens qui vont du soldat français qui passe du côté de l'ALN, du combattant du FLN, enfin de l'ALN, à l'OAS, et au milieu des pieds noirs, et au milieu des appelés du contingent. On aborde maintenant, pour finir, une question de fond. Question de fond, c'est comment l'enseignant doit-il se positionner face aux enjeux d'une mémoire qui n'est pas apaisée. Alors, inutile de dire qu'on attend de lui une distance critique, et non la défense d'une thèse partisane. Mais, est-ce qu'il doit, entre guillemets, refroidir une question chaude, par une sorte d'approche un peu aseptisée de certains points sensibles, ou bien en renvoyant dos à dos les violences de la guerre, attentats, tortures, assassinats, viols, etc., une sorte de match nul, comme si les violences s'annulaient au lieu de s'additionner. Alors, c'est une instrumentalisation de l'histoire qui peut nourrir effectivement un discours moral de condamnation de la violence, diffuser un message humaniste, surtout chez des enseignants qui ont été quelque peu, on va dire, titillés depuis qu'ils ont entendu avec stupeur les propos tenus en décembre 2007 par un président de la République française, République laïque, je cite, « Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. » Alors, comme l'enseignant a aussi vocation à transmettre des valeurs, la tentation du compassionnel est forte, mais elle comporte un risque majeur. C'est d'empêcher de penser l'histoire dans sa complexité. Mieux vaut placer les conflits de mémoire au cœur même du cours, signaler les tentatives de certains dans le cours pour imposer une lecture du conflit, évoquer les querelles sur les dates de commémoration, rappeler la difficile reconnaissance même de l'état de guerre en Algérie, qui advient 37 ans après la fin du conflit. Il faut aussi présenter, c'est un point de vue bien sûr que je défends ici, les conflits de valeurs qui ont déchiré notre pays, expliquer ce qui fonde la condamnation du colonialisme, de la guerre menée en Algérie, ce qui fonde également l'acharnement des partisans de l'Algérie française, ce qui fonde l'action de personnalités comme Germaine Tillon en pleine guerre, etc. C'est à travers ce type d'approche, en fait, que les valeurs humanistes s'imposeront d'elles-mêmes. Le cours ne doit pas être, évidemment, un os desséché, privé de moelle émotionnelle, mais celle-ci doit naître de la présentation des faits, et parfois de la rencontre avec des témoins, un appelé du contingent, par exemple, qui inscrit le cours dans une expérience humaine. En s'appuyant sur les acquis de la recherche, le cours doit rendre compte, expliquer, montrer comment les hommes agissent dans un réseau de contraintes, d'intérêts et de représentations. Or justement, et c'est l'avantage, les cours d'histoire sur l'Algérie, sur une très longue période, le début du XXe siècle, sont pensés d'un enseignement essentiellement
patrimonial à un enseignement plus critique. C'est un devoir d'histoire. Un devoir d'histoire concernant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire une nécessaire connaissance critique qui refuse les simplifications fallacieuses, les instrumentalisations partisanes. C'est pas seulement inscrire, c'est pas seulement un outil pour inscrire les jeunes dans un héritage partagé, si je l'aurais souhaité, mais c'est aussi un élément de formation intellectuelle, donc un instrument de liberté intellectuelle. L'enjeu en veut la peine, dans une société, pour une jeunesse en particulier, qui se forme dans un pays démocratique et multiculturel, qui a tant de difficultés à assumer son passé colonial. Pour éduquer, en évitant que se perpétue le fractionnement des mémoires ou l'enfermement dans les mémoires, il faut faire de l'histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des questions? Bonjour. Je voudrais vous taquiner un petit peu quand vous avez parlé de l'âge de vos élèves qui éventuellement étaient un frein pour aborder un sujet complexe. Non, je n'ai pas dit ça, je ne pense pas. Ou alors je me suis mal exprimé. Non, au contraire, c'est des élèves qui ont 16-17 ans. Bon, parce qu'effectivement, ça me semblerait un exemple particulièrement fécond. Et le fait de pouvoir travailler sur plusieurs semaines, par exemple. Alors, je voulais vous poser une question à ce moment-là. On sait qu'actuellement, dans les paroles de la Marseillaise, et je vais faire exprès une liaison que personne ne fait, on parle du sanguin pur dans la gloire initiale. Donc c'est une phrase historique. En faisant la liaison, on reste dans un cadre avec beaucoup de symboles. C'est un chant martial qui correspond justement à l'histoire militaire et à tout ce qu'on évoque aujourd'hui. D'après vous qui connaissez effectivement, j'allais dire, les générations montantes, est-ce qu'il y aurait matière à ouvrir un chantier pour éventuellement changer au moins ces quelques syllabes, ou est-ce qu'il ne faut absolument pas toucher à un symbole? Il ne faut surtout pas toucher, par contre il faut expliquer. Le sang impur dont il est question ici, ce n'est pas le sang impur de l'adversaire, c'est le sang impur du peuple par opposition à la noblesse. Le sang de ceux qui vont se sacrifier. Donc ça, c'est important, effectivement, de travailler sur le sens des paroles. Donc je ne suis pas pour aseptiser en changeant les paroles, simplement expliquons-les, replaçons-les dans leur contexte historique. Il est important, effectivement, de prendre cette distance. Et c'est cette même distance, je crois, qui est intéressante à travailler quand on aborde des questions aussi complexes que la guerre d'Algérie.